monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Courbatures, toux, fièvre, maux de tête, la grippe s'annonce sévère cette année et les autorités sanitaires appellent à la prudence. Elle a fait partie des enseignantes de Haiti les plus influentes du Fénois. Elle a surpris sa communauté avec des vœux particuliers en 2025. Toumata Veir Arwa partage ses émotions ce soir sur TNTV et nous donnera sa recette du succès. Et c'est la reprise de notre édition sportive pour la saison 2025. Ce sera en deuxième partie de journal avec notre spécialiste Oriano Tefa. Les premiers cas de grippe sont constatés au Fénois alors que l'épidémie s'intensifie sur le vieux continent. Les autorités sanitaires locales se préparent face à la menace. Chaque année, la grippe s'installe en Polynésie avec quelques semaines de décalage par rapport à l'Hexagone. C'est donc le moment de se vacciner. Une campagne est lancée, notamment pour les personnes à risque. Thomas Chabrol, Rarhaoumaha. Courbatures, toux, fièvre, maux de tête, les premiers malades de la grippe ont consulté leur médecin. Si dans l'Hexagone, l'épidémie sévit depuis le 1er janvier, un pic est attendu pour les prochaines semaines en Polynésie. C'est la tendance constatée chaque année sur ces courbes, un délai qui peut donc permettre d'anticiper son impact sur le Fénois. Et ce décalage est vraiment une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour nous de pouvoir nous préparer et essayer d'arrêter ou de ralentir une grosse saison de grippe dans le pays. Les autorités sanitaires appellent à la prudence car la grippe s'annonce sévère. 3 souches de virus circulent en France où l'épidémie s'est intensifiée avec l'hiver. 87 hôpitaux sont sous tension et ont déclenché leur plan blanc face à l'afflux de patients. Le centre hospitalier de la Polynésie française se prépare, d'autant que les épidémies de dengue et de coqueluche circulent déjà. Selon l'évolution des indicateurs, l'hôpital se placera en vigilance ou en préalerte. Dans le plan blanc, il y a des seuils d'alerte, des seuils de vigilance, des seuils d'alerte. Donc on suit un certain nombre d'indicateurs, notamment les passages aux urgences, sur des périodes de 3 jours pour lisser les pics. On suit d'autres indicateurs aussi, parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'une épidémie peut avoir des effets dévastateurs sur le personnel hospitalier. Donc on suit quotidiennement l'absentéisme. Et donc en fonction de l'arrivée à certains seuils, on déclenche certaines mesures. Face à la menace d'épidémie, il est recommandé d'appliquer les gestes barrières. La vaccination est fortement encouragée pour les personnes à risque. Les personnes éligibles à la vaccination gratuite en Polynésie sont les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes qui souffrent d'une maladie chronique, comme par exemple le diabète, une maladie cardiovasculaire ou une maladie pulmonaire. Il y a les personnes qui sont en situation d'obésité, les femmes enceintes et puis certaines catégories professionnelles comme le personnel soignant et puis dans le personnel du tourisme qui est souvent en contact en fait avec des personnes fragiles. Au Fénois, la campagne de vaccination a débuté le 12 novembre 2024 et se poursuit jusqu'au 30 avril 2025. Au total, 3400 doses de vaccins sont disponibles en stock sur le territoire, en plus de ce qui a déjà été distribué, ce qui est suffisant pour couvrir la population cible. Donc les personnes qui ont plus de 60 ans peuvent aller avec leur carte d'identité, les personnes qui ont une maladie chronique avec leur carte longue maladie, les femmes enceintes avec leur certificat de grossesse, les professionnels de la santé concernés avec leur carte professionnelle, elles peuvent se présenter directement en pharmacie qui vont leur remettre gratuitement le vaccin. Certaines pharmacies conventionnées peuvent également vacciner directement et gratuitement sur place. Si la pharmacie n'est pas habilitée à la vaccination, la personne sera référée à son professionnel de santé. En 2024, 11 personnes sont mortes de la grippe en Polynésie pour 259 hospitalisations. La vigilance est donc de mise en période épidémique et pour les voyageurs de retour de vacances. La vaccination reste le meilleur moyen de prévention. Elle a le Haiti dans la peau depuis l'âge de 16 ans. Elle partage chaque jour avec ses 100 000 followers sa passion sur Internet. Elle force, entre force et faiblesse, quelles sont les clés de ce succès? Toumata Veir Arwa est sur notre plateau. Ce soir, Yorana Toumata. Yorana à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Alors Toumata, on ne vous présente plus, on se souvient de cette vidéo virale qui avait dépassé le 1 million de vues en 2018. Que de chemin parcouru depuis? On peut parler d'une marque Toumata Veir Arwa. Alors ça me fait rire parce qu'on peut parler de marque oui pour certains, car aujourd'hui je vis de ma passion.
Donc ça a été beaucoup d'embûches, mais je vis de ma passion. Pour d'autres, on peut parler non pas de marque, mais on va dire d'identité de cette femme polynésienne qui incarne des valeurs, bien sûr, et surtout qui se bat pour la liberté. Et je pense souvent à mes parents parce que pour eux, je suis ni une marque, je suis ni une identité, encore moins une référence. Je suis tout simplement leur fille. Et c'est important d'avoir ses parents à ses côtés parce qu'on s'en souvient toujours, en tout cas, qui on est et d'où l'on vient. Vos publications concernent essentiellement votre savoir-faire, le Ori Tahiti. Il y a quelques semaines, vous aviez surpris votre communauté en partageant une douleur très intime à travers donc le départ de votre petit ange. Quel message souhaiteriez-vous transmettre? Surtout de dire stop. Les réseaux sociaux, pour moi, je n'ai jamais voulu partager, ma vie. J'ai toujours voulu partager ma réalité. Et je pense que c'est vrai que j'ai été absent pendant 3 mois sur les réseaux sociaux et c'était nécessaire pour moi. Je pense qu'il faut faire les choses pour soi avant tout. Et ça a été une expérience assez tragique. Beaucoup de mamans, à aujourd'hui, perdent leur enfant dans leur ventre et n'en parlent pas. Aujourd'hui, on dirait que c'est presque devenu tabou. Et pourtant, beaucoup de mamans souffrent encore à aujourd'hui. Donc pour moi, la danse a été un moyen d'expression, un moyen de libération. Et je pense à toutes ces mamans. Mon message, c'est surtout un message d'espoir, un message de courage. Et je pense que ça a fait mouche. Mais on va dire que j'avais besoin, chacun, on va dire, fait son deuil à sa façon. Et moi, j'avais besoin de partager avec les personnes qui m'entourent, parce que mes amis ne sont pas que ceux qui sont à Tahiti, ils sont en Hawaï, aux États-Unis. Et j'avais besoin, justement, qu'ils puissent savoir qu'est-ce que je vis à aujourd'hui. Tout matin, en tant que personnalité publique, il fallait briser le mythe des paillettes des réseaux sociaux. Derrière les publications ensoleillées, il y a la vraie vie. Derrière la danseuse professionnelle, il y a surtout une femme. Oui, je dirais que mon parcours n'a pas été facile. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas forcément le soutien d'une personne. Et surtout, je n'ai pas été pistonnée, comme peut-être que je le voulais à l'époque ou pas. Mais je n'ai pas eu cette chance. Et heureusement, ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est surtout, je n'ai rien lâché. Je pense que c'est ma communauté même, et me suit surtout pour cette femme forte. Et je pense que tous les Polynésiennes sont fortes de toute façon. On est né pour être libre, on est né pour être riche d'expérience, on est né pour donner la vie autour de soi. Et c'est ça que je partage sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas juste un corps qui danse et qui pratique une exécution de Tairi Tamo, nous sommes avant tout une personne. Vous avez développé depuis 6 années sur les réseaux sociaux un programme complet autour de la danse tahitienne. Il y a aussi une partie de vos activités dédiées aux costumes. Tout à fait. On a développé depuis 6 ans sur les réseaux sociaux des cours en ligne parce qu'il fallait s'adapter, tout simplement. Il fallait transmettre notre culture, changer nos habitudes et surtout, on va dire, rendre accessible à tous notre culture. Mais certes, ça ne remplacera jamais des cours en présentiel. Et ça, je le dis souvent, c'est pour ça que je pars à l'international pour aller rencontrer mes élèves que je rencontre en ligne pour leur inciter à venir à Tahiti. Beaucoup trop de danseurs et danseuses et d'enseignants qui enseignent à l'international ne sont jamais venus à Tahiti, n'ont jamais vu la mer. Donc, pour moi, c'est important de venir ici, d'aller dans toutes les écoles exceptionnelles qui existent ici en Polynésie, à Tahiti, à Rongiroa, à Manihi, à Ta'a ou à Moorea, de venir ici et d'avoir cette expérience riche. Beaucoup souhaitent évoluer dans la danse, mais il ne suffit pas de prendre juste un workshop à l'international ou prendre juste un cours en ligne. Le cours en ligne est un moyen juste de garder le lien pour que nous puissions un jour aller à leur rencontre et les inciter à venir en Polynésie. Justement, une école de danse en ligne, une chaîne YouTube, des workshops, une tournée qui démarre en mars avec 22 villes. Que peut-on vous souhaiter de plus pour l'année 2025 ? Je dirais professionnellement, je me souhaite et je souhaite surtout à tous les artistes de vivre de leur passion et surtout d'être maîtres de leur passion, d'être maîtres de leur projet et ne surtout pas de ne surtout pas se réinventer une nouvelle vie, de ne pas plaire aux réseaux sociaux. Beaucoup souhaitent avoir énormément de followers, ça peut aider, comme mon cas,
Mais c'est surtout de ne pas s'oublier. Donc ça, professionnellement, je souhaite à tout le monde d'être destin de leur propre projet. Après, personnellement, je souhaite à tous, et je me souhaite aussi le bonheur et la paix. Beaucoup trop de familles se brisent pour des problèmes, pour des hypocrisies ou encore pour des affaires de terre qui n'aboutissent pas. Et n'oublient pas l'essence même de leur famille, qui est le partage, qui est l'amour et la connexion. Donc moi, je leur souhaite la paix, surtout dans leur famille. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, Toumata Aveir Aroua. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci et beaucoup. Je rappelle que cet entretien est à retrouver sur TNTV News. Nous en parlions hier, la ponte des politesses russes, ces coraux qui illuminent nos lagons, a offert un balai naturel ce week-end. Un instant exceptionnel observé de près partout à travers le monde et par des élèves du lycée professionnel d'Outourois. Un moment de sensibilisation à la fragilité de nos écosystèmes marins. Roni Moufat nous emmène au cœur de cette aventure. Aux premières lueurs du jour, parents, professeurs et experts de la faune marine se sont donné rendez-vous sur le lagon de Raiatea. L'objectif, assister à un spectacle naturel aussi beau qu'éphémère, un phénomène mondial, la reproduction des politesses russes, capturées en images sur 2 sites à Raiatea. Des élèves du lycée professionnel d'Outourois ont également participé à cette observation, une grande première pour ces jeunes. Oui, on a pu voir alors le corail lâche un genre de nuage blanc. C'est la toute première fois que j'observe une reproduction de corail. Ces images précieuses recueillies dans le cadre du projet Connected by the Reef seront partagées via l'application Tamano Teteiroto dédiée à la préservation des lagons. Oui, parce que justement, il y a l'observation et il y a la pré-observation. Du coup, la pré-observation, ce seront des discussions et surtout par rapport au GoPro, les photos qui auront été prises parce que voilà, l'association avec laquelle nous sommes en symbiose, justement, me demande des photos pour remplir leur site. Et justement pour prouver que à cette heure-ci, il y a eu la ponte des coraux et c'est une preuve visuelle. Moins visible, la fécondation a lieu dans les 20 minutes qui suivent. Tous ont été ravis d'avoir pu observer ce spectacle, même si pour cela, il fallait se mettre à l'eau avant 7 h du matin. Ah non, là on était motivés. C'est vrai qu'il y avait la jeunesse qui nous poussait parce que le LP avait rameuté les troupes. Et cette association, c'est une belle initiative. C'est vrai que sinon on n'aurait pas eu l'info ou le réflexe. En plus la météo n'était pas forcément clémente la veille. Et on regrette vraiment pas. Non, c'était formidable. C'est un bon spectacle. Formidable, très beau spectacle. Mais ce type de phénomène est aujourd'hui menacé par les activités humaines et le réchauffement climatique. Participer à cette observation, c'est aussi montrer l'importance de protéger ces écosystèmes fragiles. Il faudrait quelque part que les gens se mobilisent. De la mobilisation, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Mais ça commence à se développer ici sur Raiatea et on est très content de ça. Grâce à ce projet, les élèves ont vécu une expérience enrichissante, à la fois éducative et pleine de sens. Et vous l'avez deviné, notre journal des sports fait sa rentrée avec Oriano Defa. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette reprise avec un invité de marque ce soir, Benjamin Zornioti, sans oublier le récap de toute l'actualité sportive de ce week-end. Et c'est maintenant. Allez, on lance cette rentrée sportive avec les championnats de Polynésie du 5 km sur route qui se sont tenus hier à Punaru. Benjamin Zornioti et Aurélie Stelland sont les grands vainqueurs. Tout de suite, le résumé de la course. Au départ de ce 5 km, 100 athlètes s'élancent sur le tartan de Punaru avant d'effectuer 2 boucles en passant par la zone industrielle et le stade. D'emblée, Benjamin Zornioti et Damien Trocnet prennent les commandes de la course et se détachent nettement du peloton. Au deuxième tour, Benjamin se défait de son rival dans les derniers 100 mètres. Il finit le parcours en 15 minutes et 55 secondes. 20 secondes plus tard, Damien Trocnet s'empare de la deuxième place. Le jeune Félix Covillon complète le trio gagnant. Je crois qu'on était sur le demi-premier tour, en gros, avec Benjamin, on était côte à côte. Après, il a pris les devants. Moi, je ne me sentais pas forcément dans la capacité de prendre les relais. Donc, je l'ai laissé devant. Et puis, deuxième tour, dans la petite montée, là, vers le fond, quand tu remontes vers EDT, il a mis une petite accélération. Et puis là, j'ai décroché. Je crois que j'ai pris 20 mètres en une petite accélération. Et puis, après, ça a maintenu. Et là, à partir d'1 kilomètre, ils ont commencé à attaquer. Moi, j'ai pas pu suivre. Je suis resté dans les allures que je devais suivre. Et petit à petit, ils ont commencé à prendre un peu plus de distance avec moi.
Et au bout d'un tour, ils ont commencé à stagner. J'ai commencé à rattraper le 3e, petit à petit sur 1 km. Et puis je finis 3e à 30 secondes, 35 secondes de Trocnay. Alors voilà, c'est un chrono où je suis un petit peu assez satisfait avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. Chez les dames, la société du VSO PXO de Moorea, Aurélie Stelland, la gagnante du dernier marathon de Moorea, s'impose en 18 minutes et 55 secondes. Derrière elle, on retrouve Amandine Matera et Louise Grogoja qui terminent 3e. Je suis partie en n'étant pas vraiment préparée, c'est le début de la saison. Le 5 km, c'est pas du tout ma distance de prédilection. Moi, je suis plus sur des longues distances. Je suis partie à une allure plutôt correcte et puis j'ai vu que j'y tenais. Et je termine en moins de 19 minutes, c'est génial, quoi. Je suis super contente. Benjamin Zorgnotti confirme sa bonne forme en ce début de saison. Prochain rendez-vous pour les coureurs samedi prochain avec l'Olympian Sveita Vere à Punaouia. Et nous recevons ce soir le vainqueur de ce 5 km, Benjamin Zorgnotti. Après une petite période d'absence due à une blessure, le triathlète professionnel fait son retour. Il nous parlera de ses futures échéances pour cette saison. Ah mais avant ça, Benjamin, peux-tu nous parler un peu de ta victoire d'hier? Car rappelons-le, tu n'avais plus participé au championnat de Polynésie du 5 km sur route depuis presque 2 ans. Ouais, alors déjà bonsoir, ça fait plaisir effectivement de revenir sur les compétitions locales. Moi je me suis arrêté à un bon moment. Pendant un an et demi, j'ai arrêté j'étais sur la douleur et j'ai presque arrêté ma carrière pendant 3 mois à peu près, 3-4 mois. Je me suis posé des questions, qu'est-ce qui s'était passé, comment me relancer et voilà, là j'ai réussi à me relancer, ça m'a fait plaisir. Donc hier ça m'a remis un peu en route parce que voilà, il y avait des concurrents de taille, Damien, nouveau recordman de Polynésie du marathon, c'est quand même pas rien, il est sacrément incroyable, moi il m'impressionne. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir de revenir. Le chrono est anecdotique, on est encore à une trentaine de secondes de la qualif pour les mini-jeux, là, pour les prochains mini-jeux, donc on n'est pas encore dedans, mais voilà, j'espère que ça va le faire et bon, on verra ce que ça va donner pour plus tard. Alors justement, Benjamin, tu as quand même réalisé un bon chrono. Hier, c'était sous la barre des 16 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton âge, tu es au top de ta forme? Sous un autre aspect, ouais, je dirais. J'ai passé un long moment de ma carrière sur le circuit court. Et maintenant, je suis sur le circuit long. Donc, sur le court distance, sur des distances comme 5 km, je pense que j'ai déjà fait moins de 15 minutes, par exemple. Sur une longue distance, je pense que j'ai encore toute une belle carrière devant moi. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps. Encore une fois, c'est mon métier. J'ai de la chance de pouvoir le faire tous les jours. Mais voilà, c'est quand même pas facile tous les jours. Il faut du soutien au quotidien et on ne le trouve pas facilement non plus. Donc, moi, j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'entourent incroyables. Mais combien de temps ça va durer? C'est quand même toujours des sacrifices. On pousse un peu la barre de plus en plus loin. C'est du goutte à goutte jusqu'à ce que ça tienne plus. Donc, voilà, pour l'instant, ça tient. Tout le monde est derrière moi. Et puis, j'espère que ça ira jusqu'à mon projet qui, pour l'instant, pointe le bout de son nez jusqu'à 2 ans au minimum, quoi. Quels sont les grands rendez-vous auxquels tu comptes t'attaquer cette saison? Là, je m'attaque à mon premier Ironman. Donc un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon pour finir. Ouais, je me prépare depuis 2-3 mois là maintenant. Ça va avoir lieu début mars en Nouvelle-Zélande, à Taupo. C'est la première fois, je pense, qu'un professionnel, qu'un athlète professionnel Ironman tahitien va être sur le départ. Mon objectif, c'est de me qualifier pour les championnats du monde d'Ironman, le mythe, c'est l'Ironman d'Hawaï. Donc cette année, ce sera qualification pour Nice et non pas pour Hawaï. Donc cette année, c'est vraiment de la découverte, c'est du bonus. Si je prends la qualif, tant mieux. Il faut que je sois dans les 4 premiers sur 1000 participants, donc pas évident. Mais voilà, pour l'instant, l'objectif, il est de prendre de l'expérience et aller à l'Ironman d'Hawaï en 2026. Donc repasser par une qualification plutôt l'année prochaine. Donc là, cette année, je vais prendre de l'expérience et revenir un peu sur le circuit Alpha Ironman qui m'avait bien réussi l'année dernière. Et même si c'était un peu écourté, mais voilà, j'espère que ça va le faire. Les entraînements passent et la blessure reste un peu loin, donc ça tombe bien. Alors, rappel, tu es sportif professionnel. Est-ce que ça veut dire que tous tes frais liés à tes compétitions sont déjà pris en charge et est-ce que tu arrives à vivre de ce sport?
Alors, j'espère pouvoir réussir à en vivre. Là, sur le longue distance, il y a un peu plus de finances que sur le court distance. Maintenant, effectivement, on n'est pas aidé. Faut pas se cacher, on n'est pas aidé. Il y a énormément de sponsors qui jouent le jeu alors qu'ils sont pas non plus aidés. En vrai, en France, il y a énormément d'avantages fiscaux. Ici, on n'en a pas. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, le gouvernement nous a enlevé quand même la moitié de notre subvention en tant que sportif de haut niveau listé ministériel. Donc ça, c'est pas cadeau. Et voilà, mais on a quand même des acteurs. Le COPF essaye de pousser de plus en plus pour avoir des fonds qui tapent en France, qui tapent un peu partout. Donc voilà, clairement, je suis obligé de me financer moi-même. Mes sponsors m'aident énormément, ma femme m'aide énormément aussi. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, il y aura des limites. Et se reposer sur les primes de course qui sont certes bien, surtout sur Ironman. Par exemple, là, si je gagne Taupo, c'est de mémoire $15 000. Donc oui, on peut en vivre. Par contre, faut réussir à gagner. Et comme l'année dernière, ça m'est arrivé, une blessure et c'est fini. Donc voilà, c'est pas facile. Faudrait que le gouvernement réussisse à mettre un peu la main à la poche et nous coupe pas les budgets comme ça en claquant des doigts. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Nous, on est sportifs, on fait notre taf. Tant mieux ça passe. Mais effectivement, il faudrait qu'on ait un peu plus d'aide, quoi. Benjamin, le temps aussi court très vite. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et Fai Toto pour la suite de ton année. Merci bien. Bonne soirée. Maruru, à l'occasion de la Best Food Padel Cup 2025 qui s'est disputée cette semaine, l'AS Phoenix a invité 2 formateurs ainsi qu'un joueur professionnel classé 60e mondial. Objectif, offrir au public tahitien un aperçu du haut niveau à travers des matchs d'exhibition dont le premier a démarré hier soir. Ndieb était sur place. Jorge Angles Ponce et José Pedro Montalban contre José Solano Junior, 60e mondial, et Manuel Devigne, champion actuel de Tahiti. Dès le début de la rencontre, les 4 joueurs offrent un spectacle captivant. Les échanges souvent lents se terminent fréquemment par un match spectaculaire, forçant les coéquipiers à réaliser des prouesses acrobatiques, souvent hors limite du terrain. De quoi impressionner le public, y compris les membres de l'AS Phoenix. C'est impressionnant ce qu'ils font avec la raquette. Excellent. Et ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est bien de les avoir de temps en temps chez nous. Après, si on a l'occasion de faire quelques coachings avec eux, c'est encore mieux. C'est un match d'exhibition. Ils peuvent faire durer également le match, donc tout en nous montrant les petites facettes du padel. Ils sont sortis du terrain, ils vont chercher la balle en dehors du couloir. Donc voilà, on a tout vu là, aujourd'hui, ce soir. Montrer aux padelistes polynésiens c'est quoi le haut niveau. Et on a pu voir des coups fantastiques qu'on n'a jamais vus, des smash, des contre-smash sur la vitre, des choses qu'ils font que c'est tellement facile et nous on est là. Les 2 premiers sets sont d'une intensité rare, chaque équipe affichant une concentration sans faille. Le 3e set, tout aussi disputé, est favorable à José Solano Junior et à Manuel Devigne, calme et précis. 7-6, 7-6, 7-6, il l'emporte après 3 sets très serrés. C'est une expérience unique pour moi, c'est que de la chance. J'ai appris beaucoup. Au tout début, un peu déstabilisant parce qu'ils sont vraiment très à l'aise avec la balle. Et petit à petit, au fur et à mesure du set, je me suis habitué. Et de les avoir ici à Tahiti, c'est une chance inouïe pour nous. Donc j'espère que ça va continuer. Really good the match, 3 sets, so long and with amazing points. Explain how you can play, or you have to move in the court. Explain tactic, keys to play more easy, and question for the professional player in padel. That's the high level. Yeah, high level. Les spectateurs tahitiens ont pu apprécier le niveau exceptionnel de ces joueurs. Ce match d'exhibition restera un moment marquant pour la promotion du padel au Fénois. La semaine prochaine, on a un tournoi Best. Je pense que les Espagnols, on les a associés avec des Polynésiens. Et, voilà. Et puis il y a les Calédoniens qui arrivent, ça va être du beau spectacle. Et en football, la phase retour de la Ligue 1 a commencé avec un match choc vendredi soir à Pirée.
L'actuel leader et champion en titre, l'AS Pirée, était opposé à l'AS Tefana, 3e du classement. Les Verts et Jaunes de Faha se sont imposés avec la manière sur le score de 5-1. Les temps forts avec Désiré Teivao. Une victoire qui fait du bien au moral des joueurs de Faha. Battu par Vénus avant la trêve de Noël, Tefana s'est relancé vendredi dans la course au titre. Face à Pirée, les hommes de Sébastien Labayenne prennent la rencontre par le bon bout. Après 20 minutes de jeu, les joueurs en jaune et vert mènent déjà 2-0 grâce à des buts de Tawatua Lucas et de François Mou face à une défense de Pirée très fébrile. Mal embarqués, les champions en tête s'accrochent. À la demi-heure, Arioura Labas est à la conclusion d'une belle action initiée par Yohan Choni et Taumihou Tiatia. Mais juste avant la pause, les joueurs de Tefana profitent encore de la passivité des défenseurs orange pour creuser l'écart. 3-1 à la pause. On s'est cueilli défensivement, des pertes de balles et derrière on le paye cash. On a mal fait des choses ce soir sur le plan défensif qui nous ont coûté cher. On va donc mettre les bouchées doubles pour corriger ça. En deuxième période, Pirée pousse pour revenir au score. Les protégés de Vateaterei obtiennent même un penalty, mais Désiré Ndjamba se rate face au but. Tefana de son côté joue en contre. Honoura Maretefao et Teari Labas clôturent la marque pour l'équipe de Faha qui s'impose sur le score final de 5-1. Une bonne opération pour Tefana qui revient dans les talons de Pirée au classement. Il faut dire que ça a été un match équilibré. C'est comme le dernier match où on a perdu 4-1. Ce n'est pas le score qui reflète forcément la partie. Là, ça a été un match de reprise pour les deux équipes. Je pense que c'est mentalement que ça s'est joué. Et après, sur quelques détails, et cette fois-ci, les détails, on les a fait basculer dans notre faveur. Il va falloir continuer à être performant parce que sur le plan comptable, il ne faut pas lâcher le haut. Et après, tout peut se passer dans la dernière phase. Dans les autres rencontres de la 11e journée de Ligue 1, on note les larges succès de Dragon et de Tamari Punaru face à Pueu et Manoura. Central et Vénus l'oppotent de leur côté contre Tayarapu et Mira. Et on poursuit avec du judo. Hier, la traditionnelle cérémonie du Kagami Biraki qui ouvre la nouvelle année s'est déroulée dans le dojo fédéral de Fatawa. En comité restreint, les ceintures noires étaient réunies pour honorer cette tradition japonaise avec la cérémonie des grades. Les détails dans ce reportage. Empruntée au rite des samouraïs et introduite au Kodokan en 1884 par Jigoro Kano, cette cérémonie rassemble les ceintures noires du Fénois. Elle rappelle l'histoire et les valeurs du judo. Elle commence avec les vœux du président de la fédération pour cette nouvelle année particulièrement riche en compétition. Oui, effectivement, une belle année 2025 en perspective. Donc là, on va démarrer avec le championnat de Polynésie dès le 15 février. On va enchaîner avec la journée de la femme, donc la compétition Vainé IGSPF avec Roman Dico, donc championne olympique qui sera présente. Juste derrière, on aura l'Oceania Open donc qui va arriver au mois de mai. Entre ça, on va caler les France minimes, les France cadets et on aura également le déplacement au Canada. Donc, et on arrivera sur la fin de l'année avec le Challenge ATN. Donc oui, une grosse année en perspective. Place ensuite à la cérémonie de remise des grades. Parmi les promus, Aroma Amaru et Julien Martel passent leur premier dan. Enfin, Laetitia Woulmet et Teiva Guillon s'élèvent au rang de 3e dan. C'est une première étape dans le monde du judo. Comme l'a dit mon coach Franck, c'est le début et la continuité dans le cycle du judo. Je concrétise mon parcours pour pouvoir commencer à passer l'arbitrage international, parce qu'il faut savoir, pour être arbitre international, il faut être 3e dan. Donc maintenant, un nouveau objectif pour moi, c'est passer l'arbitrage. Après les photos de groupe, les judokas ont partagé le verre de l'amitié. La semaine prochaine, ce seront les dames qui seront mises à l'honneur dans ce même dojo avec le rassemblement féminin annuel. Focus sur une discipline en plein essor, le High Rocks, une combinaison de course à pied et d'exercices à réaliser avec des poids et des machines. 80 personnes ont participé ce matin à une séance d'initiation dans une salle de Faréouté, un rendez-vous qui n'a pas échappé à notre reporter Désiré Teivao. High Rocks, c'est un nouveau format de compétition qui est sorti depuis 2017, qui est basé du coup sur 8 km de run plus 8 ateliers tous les kilomètres. Et c'est une discipline qui a été conçue de façon à ce que ce soit hyper accessible, en fait, qu'il n'y ait pas de nécessité d'avoir des skills hyper techniques, contrairement au CrossFit qui est notre discipline de base. Course à pied, fente, rameur, burpee ou encore squat. Il fallait avoir le cœur bien accroché pour venir à bout de la séance concoctée par la coach Natacha Biboli. Sportif d'un jour ou amateur de cross-training,
tout le monde y trouve son compte. On a carrément aimé. C'est un bon complément pour le CrossFit. Alors ça améliore ta condition physique et tout. C'est plus accessible dans le sens où il y a moins de mouvements techniques. Donc en fait, c'est plus facile pour des gens lambda, on va dire, qui ne connaissent pas forcément le CrossFit, de venir pratiquer cette discipline. Je suis novice dans ce sport-là, mais c'est super. Après, il faut l'essayer. Hein. Donc, c'est cool. À la fin, c'est bien, c'est très bien. On est content quand c'est fini, en fait. Après, c'est se surpasser soi et on n'est pas là pour être les meilleurs, mais on est là au moins pour se dépasser soi. C'est bien. Dans le monde, près d'une quarantaine de compétitions labellisées Hyrox sont organisées. Natacha disputera dans 2 semaines celle de Las Vegas. Adepte de CrossFit depuis plusieurs années, elle voulait se lancer un nouveau défi. Parfois, dans notre discipline CrossFit, quand on manque un petit peu d'objectifs, on ne sait plus trop pourquoi on s'entraîne, on est moins motivé. Du coup, j'avais besoin de quelque chose qui me reboostait un petit peu. Et c'est vrai que cette Hyrox, c'était la bonne occasion pour démarrer comme il faut 2025 en plus. De retour de sa compétition à Las Vegas, Natacha devrait proposer d'autres séances de type Hyrox dans les prochaines semaines. Coup de projecteur sur Kiara Gould, jeune surfeuse tahitienne en pleine ascension. Elle s'est qualifiée pour les Challenger Series en terminant 4e du classement QS l'année dernière. Cette année, elle s'entraîne dur pour entamer la nouvelle saison. Elle a accordé une interview à Andy Ebb lors d'une session à l'embouchure de la Papineau. Regardez. Une année 2024 remplie de succès. Deuxième au Nissan Supergirl Surf Pro en Californie, Kiara est la plus jeune finaliste de l'histoire de cette compétition. Elle a également terminé 3e au Sunset Pro et 9e au Haisi Haleiwa Pro à Hawaï. Ces résultats lui ont permis de se hisser à la 4e place du classement général des Women's QS pour la saison 2024-2025. L'année dernière, c'était une très bonne année. Je suis arrivée 4e sur le QS. Du coup, j'étais un wild card pour les Challenger Series. Du coup, je suis très contente. Je me suis entraînée dur pour les compétitions. Du coup, c'était pas facile, mais non plus trop difficile. Et j'ai beaucoup appris lors des événements et surtout quand je suis allée en Floride, j'ai beaucoup appris. Pour 2025, sa préparation est intensive. Kiara est déterminée à progresser encore cette année. Je surfe plus, je m'entraîne beaucoup dans la salle de gym et je fais du skate. Ancien kitesurfer pro, son père la suit depuis ses débuts en surf. Aujourd'hui, Kiara a 14 ans. Son père continue de l'accompagner dans sa préparation. Il lui prodigue des conseils. Bon, elle a toujours eu cette motivation et elle a vu que le surf l'a fait voyager et je pense qu'elle a pris goût au voyage et du coup elle est beaucoup plus motivée maintenant. Le fait de rencontrer des nouvelles personnes et surfer des nouvelles vagues, voir de nouveaux pays. Et voilà, c'est ça, c'est le voyage, les rencontres et elle est motivée. Kiara a pour objectif la première place du QS dans la région Tahiti Hawaï. En juin, elle disputera sa première étape des Challenger Series en Australie. En attendant, elle profite d'un peu de répit en famille. Et on lui souhaite bonne chance. Allez, on termine avec l'agenda des prochains événements sportifs. Vendredi, 24 janvier, pour Tefana affrontera donc à Dragon pour la 12e journée de la Ligue 1 Vini. Il y aura la Coupe de Polynésie de lutte samedi 25 janvier dans la salle de Fataoa. Toujours dans la même journée, 2 compétitions sont organisées par l'AS Tamar Ipunaru Athlétisme. Les Olympians Games au stade Punaru à partir de 13h30. Et l'Olympians à Veitavere à partir de 18h, toujours à Punavia. Voilà, nous arrivons au terme de notre édition. Au programme ce soir sur votre chaîne Philadelphia, un film de Jonathan Demme avec Tom Hanks, suivi de votre émission Zone Interdite. Je vous souhaite une excellente soirée, une très très belle semaine sur Trek-Inuit Télévision. Et quant à nous, on se quitte bien entendu avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.
Lo que es amor, cuánto